Bienvenue au comptoir des divagations. Je m'appelle Maxime et je suis avec Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir Amer Béton, un film d'animation japonais réalisé par un Américain qui se nomme Michael Arias. Et on vous parle de tout cela après cette musique composée par le groupe britannique Blade. Avant toute chose, je précise que pour des raisons pratiques, nous allons être beaucoup plus concis dans cette partie contexte, car vous allez le voir, l'histoire autour de cette œuvre est très dense. Donc, Amer Béton, c'est quoi ? Amer Béton, ou Tekkon Kinkrit, avant de sortir en film d'animation, c'est d'abord un manga signé par Taiyo Matsumoto. Donc l'auteur est né en 1967 à Tokyo, et c'était un jeune garçon qui était passionné par le sport, notamment le football. Il était dans le club de son école, et il le pratiquait sans doute aussi pour plaire aux filles, parce que comme il l'a dit dans une interview, le manga ça ne l'intéressait pas, contrairement à son cousin qui lui se projetait en tant que mangaka, parce que lui il disait ça plaira jamais aux filles, quel intérêt, tu vois. Et en lisant les œuvres d'Otomo, l'auteur d'Akira, il se rend compte que en fait la bande dessinée ça peut être vraiment quelque chose de très classe et potentiellement ça pourrait plaire aux filles. Et du coup c'est avec cette motivation là qu'il commence en tout cas à s'intéresser au manga. Évidemment ça finira par se modifier et devenir autre chose d'un peu plus sérieux. Et il finit un premier manga à 18 ans, je pense qu'il se fait remarquer par des concours. Et il rencontre un éditeur quand même assez rapidement, dès 21 ans, il se fait publier pour son premier manga, donc un manga sur le baseball. Quand on est très jeune et qu'on souhaite commencer de façon un peu confortable, je dirais, dans le manga, ou en tout cas avoir un certain succès rapidement, ils vont pas hésiter à faire des mangas, notamment dans le domaine par rapport au domaine sportif. Tu vois, c'est un truc qui marche bien, Oui. et qui est très dynamique. En plus, il apprend plein de techniques de dessin, parce qu'il faut représenter le mouvement, il faut donner de l'intensité à certaines scènes. Donc, il apprend plein de choses en faisant Même ce genre apprendre à se documenter aussi, Oui. pour pouvoir être fidèle. Et à un moment donné, on lui propose de faire un voyage en France pour être dessinateur sur l'événement Paris-Dakar. Ouais. Mais bon, c'est un truc qui l'intéresse pas du tout. Donc, il en profitera pour lire et découvrir les œuvres de Moebius, de Bilal, de Nicolas de Crécy, et il se rend compte qu'ils ont une liberté incroyable. Et il repart avec cette idée que, en France, ce qui compte en premier lieu, c'est l'intention de l'auteur et ce qu'il souhaite transmettre à son lecteur. Ouais. Et il fait la comparaison par rapport au manga au Japon, où ce qui compte, c'est d'abord d'amuser le lecteur, et dans un second temps, arrive l'intention de l'auteur. Et c'est effectivement une vision un peu idéalisée qui se projette, parce qu'effectivement en France on a quand même aussi beaucoup de bandes dessinées qui sont là essentiellement pour amuser. Qui sont commerciales aussi. Oui, il y a pas forcément, on a effectivement des grandes figures artistiques, mais on n'a pas que ça. Il y a aussi cette bande dessinée équivalente à celle du manga au Japon. C'est sûr. Donc fort de cette philosophie, tu vois, il va commencer à repenser sa vision de la bande dessinée, il va ressortir à nouveau un manga sur le sport, un truc sur un boxeur un peu atypique, il va refaire quelques récits courts, avant de commencer à sortir en 3 volumes un manga qui s'appelle Amer Béton. Et donc tu m'avais dit que ce manga s'était vendu à 100 000 exemplaires, c'est ça ? Ouais, il s'est vendu en 3 albums, et chacun a eu un beau succès de 100 000 exemplaires, simplement au Japon, donc déjà pas mal pour lui. Un truc très surprenant, on peut dire, parce que déjà le graphisme est très particulier, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. Avec l'expérience qu'il a eue en Europe, il a aussi repensé son dessin. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas classique du tout en termes de style de manga. On n'a pas l'habitude de voir ça. Oui. Il joue avec les perspectives, il casse un peu les perspectives. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, en venant en France, ça l'a bouleversé d'un point de vue narratif, d'un point de vue auteur, mais ça, également en termes de dessin, ça l'a aussi libéré sans doute. Il s'est dit, je peux avoir un style beaucoup plus atypique. Et on a même eu des adaptations de théâtre de Amer Béton, c'était très surprenant. Et donc il est toujours inspiré par cette vision idéalisée du dessin occidental. Il va aussi se dire j'ai envie de travailler comme eux, j'ai envie de faire un volume, un manga qui ne va pas sortir par chapitre dans une revue, de façon épisodique. ce qui se fait normalement pour les mangas japonais.
il va vouloir sortir directement en volume relié. Donc son éditeur va être d'accord, et il va donc sortir ce manga qui va s'appeler Go-Go Monster. Il va travailler pendant 3 ans dessus, et il va se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si facile que ça de travailler avec moins de contraintes comme ça, parce que... Il n'y a pas de limite. Voilà. Il ne sait plus en fait quand s'arrêter, il revient en permanence sur ses planches, il les retravaille tout le temps. À un moment, il arrive, il a fait 400 pages et il a envie de tout jeter parce que ça lui plaît plus du tout. Heureusement, son éditeur est là quand même pour le stopper et pour lui dire à un moment, faut sortir le manga, quoi. Mais bon, il s'est confronté avec la réalité qui n'est peut-être pas aussi rose que ce qu'il imaginait, quoi. C'est bien les deadlines, les dates butoirs pour sortir des épisodes et tout ça. Donc oui, il s'est confronté un petit peu à cette pensée-là et qui n'est pas évidente. Tu vois. Nous nous arrêterons ici sur sa biographie. On peut simplement dire que la suite de sa carrière est dans la droite lignée de ce qu'il a introduit avec Amer Béton. Voilà, on notera des œuvres importantes comme Ping Pong, Samouraï, Bamboo, Number 5 ou encore Sunny. Et un tas d'œuvres qui ont aussi été adaptées, soit en série, soit en film. Enfin, il y a eu d'autres adaptations. Et on finit juste en disant qu'il travaille encore aujourd'hui sur de nouveaux mangas. Il a 55 ans et il bosse encore. Et là où il est content, en revanche, c'est que c'est devenu un auteur culte. Ouais. Au Japon comme en France aussi. Il est très respecté, un peu comme Taniguchi. Il y a eu une exposition il y a quelques années sur Matsumoto, à Angoulême, sur toute son œuvre. Et donc il a acquis ce respect qui lui permet d'avoir autant de liberté artistique qu'il le veut. Il a plus ses éditeurs en permanence sur le dos pour lui dire quoi faire, comment s'orienter dans son récit. Il peut adapter sa vision comme il l'entend. Parlons maintenant du réalisateur, Michael Arias. Et comme nous l'avons dit au début du podcast, c'est un Américain, il est né en 1968 au sud de la Californie, et c'est quelqu'un qui va bosser dans le milieu du cinéma, et plus précisément dans le domaine des effets spéciaux. Il va notamment participer au film Abyss de James Cameron, ou encore Total Recall de Paul Verhoeven. Il a quand même participé à beaucoup de films importants dans l'industrie. Avec des grands noms, des grands réalisateurs. Et lors d'un voyage au Japon en 1995, un de ses amis lui prête un manga qui s'appelle Amer Béton. Il lui dit, tu vas voir, c'est un livre qui risque de te faire pleurer. Et du coup, il le lit, et effectivement, ça le touche énormément. Il est complètement bouleversé par cette lecture. Et c'est un bouquin qu'il va entraîner un peu partout. Il le lit dans le train, il est toujours avec, tu vois. Un grand sensible, finalement. Et c'est quelqu'un qui entretient, on va le voir, un rapport très, très, très intime avec le Japon. Et il va y revenir régulièrement jusqu'à finir par y vivre. Ouais, en 95, il s'y installe définitivement. Ah oui, d'accord, c'est à ce moment-là. Il parle la langue couramment. Et parce que depuis quelques années déjà, il travaillait en collaboration avec des studios japonais pour les effets spéciaux, parce qu'il a monté une petite entreprise d'effets spéciaux. Il a travaillé notamment avec les studios Ghibli, dont on a déjà parlé. Et donc en 97, il rencontre Taiyo Matsumoto. Ils ont été mis en contact par un ami commun qui souhaite réaliser un film sur Amer Béton et qui veut que Michael Arias s'occupe des effets spéciaux. On a d'ailleurs une petite démo en 3D qui est d'ailleurs retrouvable sur internet, sur YouTube. On peut voir ce que ça donnait à ce moment-là. Et lui-même disait que c'était un petit peu bizarre de voir le graphisme de Taiyo Matsumoto en 3D. Il trouvait que ça marchait pas encore très bien. C'est ça. Donc ils font ce petit court-métrage qui va quand même obtenir un prix. Il va être primé à un petit festival. Mais ils cherchent des financements, ils n'en trouvent pas, et donc ils finissent par abandonner le projet. Et il repart sur un autre projet. Il devient producteur pour le film d'anthologie, un film anthologique. La série Animatrix. La série Animatrix. Qui est une série dans l'univers de Matrix qui a été commandée par les sœurs Wachowski. Et ça va obtenir un succès financier intéressant. Tu vois, il va pouvoir récupérer pas mal d'argent. Il se dit, j'ai peut-être envie maintenant d'essayer d'adapter le livre qui m'est cher, quoi. Oui, il revient sur ce projet qui lui était resté plusieurs années auparavant, parce qu'il commence à bosser dessus en 2003, alors que c'était en 97 qu'ils avaient élaboré ce premier projet. Ouais. Et il faut savoir qu'avec Animatrix, il s'est quand même fait aussi beaucoup de contacts avec des animateurs importants. Ouais, c'est ça. Notamment donc Shinichiro Watanabe, par exemple, qui a réalisé Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, et des personnes importantes du studio 4 degrés Celsius, qu'on va appeler 4 degrés maintenant, avec lequel justement il va commencer à travailler sur le film Amer Béton, et pour lequel il va devenir réalisateur. Un choix de studio très intéressant, puisque juste avant, le studio avait réalisé le film Mind Game, qui est particulièrement expérimental, donc il y
a reçu un franc succès critique, mais pas forcément public, parce qu'il est très bizarre ce film, et je vous invite effectivement à aller le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc ce projet d'adaptation, il débute en 2003, il se termine en 2006, la date de sortie du film, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est 3 années de dur labeur, on peut le dire, hein, Ouais. donc des épisodes de dépression, de stress, d'angoisse. Je sais qu'à 2 mois avant la sortie du film, ou 3 mois avant la sortie du film, ils ont regardé le film un peu dans son entièreté, et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, ils étaient complètement abattus. Et on peut dire que les conditions étaient très difficiles. Ouais. À partir de là, Michael Arias et ses membres, les membres les plus importants, ils dormaient au studio en permanence, ils travaillaient 10 heures par jour. Enfin, c'est ce qu'on appelle le crunch en général dans les industries cinématographiques ou c'est les heures supplémentaires, ou jeux vidéo. Voilà, quand tu donnes toute ta vie à ton travail. Et ça, potentiellement, ça détruit des carrières, ça fait partir des gens en dépression. Enfin, c'est jamais à souhaiter, mais malheureusement, c'est très très fréquent. Ouais. Et ce que je souhaitais dire par rapport à ça, c'est que la souffrance n'est pas forcément synonyme de succès. Il y a beaucoup de projets qui ne voient pas le jour, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du cinéma. Il y a des projets qui sortent mais qui sont complètement cassés, voilà, qui sont victimes en fait de la production, de la création compliquée, des conditions de travail compliquées. Et il se trouve que le film est un chef-d'œuvre. Il se trouve que le film est très bon, tu vois. Moi, c'est un avis que je défendrai, on verra dans la partie analyse pourquoi je trouve que c'est très bien réalisé. Mais je souhaitais simplement rappeler que il y a le biais du survivant. C'est pas parce que eux ont réussi à faire un très bel objet que nécessairement c'est le cas pour tout le monde. Et que nécessairement c'est cette démarche-là qu'il faut adopter pour faire un bon projet, quoi. La souffrance n'est pas forcément souhaitable. Si on peut l'éviter, si on peut avoir de bonnes conditions de travail, si les animateurs peuvent travailler, je sais pas, tu vois, comme tout le monde, tu vois, avec des heures pour avoir du temps pour leur famille, ne pas forcément dormir au studio, c'est vraiment souhaitable. Ceci dit, tu souhaitais terminer juste sur oui, Michael Arias. On terminerait avec une petite anecdote amusante sur Michael Arias. Après avoir réalisé La Mer Béton, il va réaliser d'autres films, d'autres séries d'animation qui vont avoir un petit peu moins de visibilité, je pense, parce qu'on ne sait pas trop citer ce qu'il a fait d'autre, mais ce qui est amusant, c'est que, toujours très fan de l'œuvre de Matsumoto, il va traduire du japonais à l'anglais d'autres de ses mangas pour qu'ils puissent s'exporter, notamment aux États-Unis. Parce qu'il est bilingue, il sait très bien parler japonais, donc c'est très pratique. C'est ça. Et maintenant, Jean-Baptiste, à toi de nous faire un petit résumé. Donc le film nous raconte l'histoire de 2 orphelins des rues, Noir et Blanc, ou Black et White selon la version. Blanc, c'est un enfant candide, pur, et Noir, c'est plutôt son opposé, sombre et tourmenté. Mais c'est cette opposition qui fait leur force et leur unité. Ces 2 enfants veillent farouchement sur leur cité, Treasure Town, qu'ils défendent contre les gangs et les yakuza. Mais un jour, l'arrivée d'un nouveau mafieux, qu'on surnomme le Serpent, va venir bouleverser leur quotidien, car celui-ci va chercher à transformer leur ville en un immense parc d'attractions. Et là, nos 2 héros ont beau être très forts à la bagarre, ils ne pourront pas empêcher que les choses changent et que le monde évolue. Heureusement, ils pourront toujours compter l'un sur l'autre et sur la beauté de leur amitié. Avant d'entamer la partie analytique, on précise simplement qu'on va beaucoup parler du film dans les détails, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne voulez pas vous gâcher l'expérience. Donc, on vous le recommande chaudement en tout cas. Évidemment. Qu'est-ce qui est bien dans ce film d'animation ? C'est quoi qui est bien ? C'est quoi que Michael Arias réussit très très bien dans ce film et pourquoi c'est une bonne adaptation de bande dessinée ? On va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense qu'il y a tout un travail intéressant qui a été réalisé au niveau technique et de mise en scène. Ouais. Michael Arias vient des effets spéciaux, donc forcément il apporte avec lui un bagage d'un point de vue technique, tu vois, d'un point de vue 3D. Il a des sortes d'ambitions que le studio 4 degrés n'avait peut-être pas. Ouais. Il se rend peut-être pas autant compte aussi des limitations que peuvent donner le dessin. Il vient avec ses envies, ses fantasmes. Parce que lui-même n'est pas dessinateur. Voilà, il se rend pas compte forcément du travail que ça va représenter. Donc il arrive avec effectivement d'autres idées, peut-être des idées de fou, tu vois, et c'est plutôt les créatifs qui sont obligés de lui dire peut-être pas aller dans cette direction-là. Et donc, comme je disais, c'est plutôt dans l'utilisation de la technique. Par exemple, la 3D qui va permettre la conception des environnements urbains de la ville, et aussi également la création d'une espèce de caméra virtuelle, une caméra mimétique, une caméra qui imite les propriétés d'une caméra de prise de vue réelle, notamment à travers la mise au point, les zooms
et la sensation, la physique, comment dire, le poids d'une caméra, puisque on a l'impression que la caméra est tenue par l'épaule. Oui, comme elle si tremble un quelqu'un, petit peu, par voilà, exemple. c'est ça, comme si elle suivait il y avait quelqu'un qui suivait les personnages avec sa caméra. Et Ça c'est artificiel, il faut bien s'en rendre compte, parce oui, que la caméra n'existe pas, en fait. il faut la créer, et ça, la 3D le permet. Par exemple, elle peut se retourner d'un personnage à un autre, comme si il était à côté de nous. Et alors que, toi, tu vois, c'est des personnages complètement plats, en fait, c'est de la 2D. Et Ça permet aussi des plans à la première personne. voilà, parce que ça permet des plans séquences à la première personne, chose très très rare, voire quasiment impossible à faire en cinéma traditionnel, puisqu'il faudrait les dessiner, il faudrait tout dessiner à la Oui, main. sachant qu'une seconde d'animation, ça représente une douzaine d'images Ouais, qu'il faudrait succéder comme ça. Dès qu'on commence à faire un plan séquence de plusieurs secondes, c'est un boulot fou oui, de c'est extrêmement peinture, coûteux. de dessin. Et par exemple, on pense aux scènes où White est poursuivi dans les rues de Treasure Town. On le voit passer d'une ruelle à l'autre et c'est très impressionnant. Moi j'ai trouvé que j'avais rarement vu ça, en tout cas dans un film d'animation. Ça m'avait beaucoup surpris quand je les ai vus. Il y a également cette scène où le serpent arrive. Ça, ce sont plutôt des scènes de cinéma, tu vois. Quand t'as la caméra qui est à la première personne, où tu vois quelqu'un entrer dans un bâtiment, voire apparenté même au monde du jeu vidéo, tu vois. Et là, on avait ça dans un mer béton. Quand le serpent rentre dans le bâtiment, tout le monde lui ouvre les portes, et on peut voir l'intérieur de l'ascenseur. De l'ascenseur, avec des affiches de films sur les côtés, Ouais, sur les portes quand elles se referment, hop, ça refait l'affiche du film. C'est super amusant comme détail. Et ça, c'était très plaisant. Et en termes de mise en scène, que ce que ça traduit. Quand le serpent rentre dans le bâtiment et la caméra est stable, elle est plutôt fixe, du coup on a l'impression que c'est un personnage qui a les pleins pouvoirs, tu vois, qui arrive avec une certaine idée de puissance. Contrairement à White, quand il court, il est beaucoup plus agité, du coup il regarde partout, il n'arrête pas de fuir, du coup il est agité, et nous ça nous transmet ces sensations-là. Et ça je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là. On pourrait se dire que c'est juste des effets, juste des effets de mise en scène, que c'est là un peu pour frimer. Ouais. Mais toi et moi, on est d'accord pour dire que quand on regarde le film, on n'a pas du tout cette sensation. Non, pour nous, ça fait sens. Déjà, moi je trouve que ça donne un aspect très libre en fait à la mise en scène. On dirait vraiment qu'ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, qu'ils ont laissé libre cours à leur imagination. Et en plus, c'est des vrais partis pris d'auteur. C'est vraiment une vision esthétique qu'ils avaient de l'œuvre, qui fait que l'œuvre existe à part entière et que c'est pas juste un copier-coller du manga, quoi. Ouais. Mais tu avais aussi dit que par rapport au manga, il y avait quand même aussi des mises en scène très cinématographiques de la part de Taiyo Matsumoto, que c'était aussi un respect sans doute. Oui. Ça faisait écho à ça. Il y avait déjà un découpage que je trouvais cinématographique effectivement dans l'œuvre, avec des parallèles entre, par exemple, des scènes d'action qui se passent en parallèle de dialogue, et les cases sont alternées comme ça, et ça rajoute des effets, par exemple, dramatiques aux scènes d'action, ce genre de choses. Donc effectivement, ça a pu inspirer Michael Arias. Mais il disait aussi que s'il voulait absolument avoir un film aussi vivant, aussi frénétique, c'était parce que pour lui, comment dire, c'était à l'image en fait de ces deux garçons des rues qui eux-mêmes sont deux enfants qui bougent dans tous les sens, qui ont plein d'énergie. En fait, pour lui, c'était l'aspect voilà de mise en scène qui retranscrivait bien le caractère de ces garçons, tu vois. Parce que en fait, ils sont effectivement très libres. Dans la première scène, on les voit sauter de toit en toit, comme si la gravité n'avait pas d'emprise sur eux. Ça veut dire voilà, il y a rien qui les empêche ils ont aucune barrière. On les voit sauter de voiture en voiture, et c'est très impressionnant en termes de mise en scène. C'est les premières scènes qu'on voit dans le film, et on a l'impression qu'ils volent, tu vois, dans toute la ville, qu'ils sont totalement libres de leurs mouvements. Des fois, ils se lâchent dans le vide. On dirait que par exemple, le noir, à un moment, on dirait qu'il tombe vers le ciel. Enfin, c'est vraiment... ils sont libres dans cette ville, ils s'en affranchissent de toutes les règles de la physique. Et tout ça pour dire que tous ces partis pris de technique apportent beaucoup de dynamisme, et je trouve que ça rend... on rentre dans le film très facilement grâce à ça. Je peux penser par exemple à la scène d'introduction avec la caméra qui suit le corbeau, qui passe au ras du fleuve, qui remonte, on voit ce qui se passe au-dessus de la ville, et avec la musique aussi qui est très particulière, tu vois, qui a un rythme très engageant, on va dire, très entraînante. Et moi, je trouvais ça très plaisant. Et c'est aussi un film qui sait se poser, qui sait s'arrêter, où on voit les personnages contempler la ville,
ça donnait un peu à leur mélancolie. Et c'est pour cette notion de rythme que je trouve que c'est un film qui est très bien réalisé, tu vois. D'accord. Autre chose que je trouve intéressant, c'est la mise en scène des scènes de violence. Je pense à, par exemple, la scène de Black quand il rentre dans le bâtiment pour se friter avec les mafieux. Tu vois, d'habitude, dans les shonen, quand on a des scènes de combat, c'est plutôt jouissif à regarder. Tu vois, on voit le savoir-faire du héros, on le voit prendre des positions cool. Là, la violence et les combats, c'est pas drôle du tout. Quand il y en a, les personnages ont mal, ça va vite, et c'est souvent, ça fait souffrir, quoi. Oui. C'est presque un repoussoir, on n'a pas envie de voir ça, on a mal pour eux. Par exemple, quand Black casse la vitre, il y a un larbin qui tombe au sol, on n'a pas l'impression qu'il mérite toute cette violence. Ensuite, Black se prend des coups de pied, sa tête se répercute contre un bureau, il se relève, il arrache une oreille du mafieux, le mafieux le repousse, enfin, c'est que des scènes... En plus, elles sont bien faites, tu vois, il y a la caméra qui est constamment en train de passer d'un personnage à l'autre, elle tremble. C'est un enfant qui laisse libre cours à sa sauvagerie, enfin, c'est quand même assez perturbant, je trouve. Et à la fin, ça se termine dans un silence, et on voit un personnage pleurer, un des voyous qui était là un peu voilà, pour rendre des comptes, est complètement dépassé par cette violence, et il craque, en fait, à ce moment-là. Une très belle scène du film. Et autre scène où White se fait poignarder. À ce moment-là, le ciel se déchire, et un moment très surprenant également, il y a une fleur qui pousse, une fleur en crayon de couleur qui apparaît. Et moi, je trouve que c'est un moment très inattendu. Moi, j'ai appelé ça un oxymore visuel, puisque quelque chose qui s'apparente à plutôt la paix, la vie, la nature, est soudainement relié à la violence et à la mort. Et ça, je trouve que c'est un parti pris poétique très inattendu qui est aussi présent dans le manga. Et je trouvais ça très très beau. Et en même temps extrêmement violent. On sait que pour faire cette scène, ils ont un petit peu galéré, et ils ont dû insister, trouver des solutions, etc. Donc on sait que c'est une scène qu'ils voulaient absolument. Donc pour elle avait vraiment un sens, cette scène. Et pour terminer un petit peu sur la partie mise en scène et technique, je voulais terminer sur la scène la plus importante, on va dire, du film, c'est la fin. Puisque en plus Michael Arias avait toujours repoussé la mise en scène de la fin du film, puisqu'il savait pas comment s'en sortir. Il savait que dans le manga, c'était pas très cinématographique selon lui, c'était peut-être trop facile en termes de mise en scène, il voulait quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Et la fin, ça concerne le Minotaure. Le Minotaure, c'est un personnage dont on entend parler depuis le début du film, il était en image, il était suggéré dès la toute première minute. Image subliminale. Et c'est un personnage qu'on cite comme étant violent, comme étant particulièrement puissant, comme presque le véritable méchant de l'histoire. Et il apparaît à un moment critique. Au moment où Black va se faire tuer, il apparaît en volant dans les airs. Il tombe lourdement sur le sol. Ensuite, la caméra part des pieds du personnage pour remonter jusqu'à son visage. Et là, il y a comme une suspension de l'action, tu vois. Avant, il y avait un rythme très particulier. Puis là, tout s'arrête quand il apparaît. Il fait tout va bien se passer. Et presque dans cette espèce de chuchotement, le combat commence et il exécute les deux tueurs avec une rapidité et une violence extrême. Je veux dire, il les tue, quoi, de façon... c'est encore plus violent dans le manga. Et c'est là que le personnage du Minotaure, comment dire, il récupère... Il essaie de corrompre Noir, en fait. Voilà, il l'entraîne dans son univers intérieur, dans son univers mental, qui est particulièrement cauchemardesque, tu vois, et c'est à ce moment-là que le studio 4 degrés montre un peu tout son talent. Ouais, là on passe un peu dans le cinéma expérimental, qu'ils ont déjà plus ou moins travaillé avec leur film précédent Mind Game, dont tu disais que c'était beaucoup d'expérimentation comme ça, et bien là c'est vraiment une scène qui est entièrement dédiée à l'expérimentation, avec des fonds... Enfin, les arrière-plans qui fondent, qui crépitent, on sait plus vraiment ce qu'on voit. C'est vraiment une pure expérience cinématographique, et plus particulièrement liée au cinéma d'animation, puisque ça permet justement l'apparition de ce genre d'image mentale, de polymorphisme, tu sais, où le Minotaure change constamment de forme. Sa silhouette se déforme en permanence. Voilà. Les arrière-plans, comme tu le disais, s'altèrent constamment. On sent que Black lutte, il tente de faire des percées, tu vois. On voit l'océan qui représente pour lui le rêve, la liberté, et qui se referme constamment, puisque le Minotaure cherche à l'emprisonner dans son enfer personnel. Dans sa noirceur, dans la folie, finalement. Voilà, il sombre petit à
petit, t'arrêtes pas de le voir chuter, t'as des plans du cosmos, enfin, c'est assez difficile à décrire, mais c'est très impressionnant à regarder. Je trouve que c'est une très belle scène d'animation très importante, et ça valait le coup, tu vois, qu'il bosse dessus autant et qu'il travaille autant dessus. C'est très spectaculaire, très intéressant. Et original. Et effectivement original. Donc, c'est une espèce de lutte intérieure, une lutte personnelle qu'il livre face à lui-même, en fait, à ce moment-là. Et c'est mis en parallèle avec la scène de Blanc qui sent que Noir est en train de basculer et qui essaie de... On sait pas vraiment, il l'aide, il essaie de repousser le Minotaure de son côté avec sa force intérieure à lui, qui est plus pure et qui, elle, est symbolisée par les crayons de couleur. Je parle de Blanc. Ouais. Lui, quand on est dans son univers mental à lui, par contre, c'est très pastel, pur, très coloré. Ça, c'est très très beau aussi. Nous allons pouvoir parler de l'un des personnages les plus importants de l'histoire, et ça va paraître un petit peu cliché quand je vais le dire, mais nous allons parler effectivement de la ville. Et elle a reçu une attention toute particulière de la part des développeurs, en effet, puisqu'ils ont imaginé toute la géographie exacte de la ville. Tu vois, ils l'ont pensé comme étant isolée par le fleuve et reliée uniquement par des ponts. Contrairement au manga de Matsumoto où la géographie n'était pas vraiment expliquée. Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin dans les détails pour raconter son histoire. Alors que là, en tant qu'animateur, ils avaient besoin de repères beaucoup plus concrets et beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'ils ont pensé l'urbanisme. À mon avis, ils ont bien défini les zones riches, les zones pauvres, ce qu'est le centre-ville, ce qui ressemble à la vieille ville et tout ça, les trucs en chantier. Et... Pour les distances, par exemple, savoir exactement où se passait telle action... qu'est-ce que les personnages voyaient, enfin qu'est-ce qu'on allait voir nous, à telle scène, quel plan de la ville on allait voir. C'était important pour eux en fait d'avoir des repères comme ça, physiques, géographiques. Et ils ont mis vraiment beaucoup de temps à les définir. Et donc nous, quand on se renseigne sur le film, on découvre tout ça, qu'ils ont fait tout ce travail, mais quand on regarde le film, on le sait pas forcément. Mais je pense qu'on le sent de façon inconsciente que la ville a une consistance. On sent déjà une richesse visuelle. Qu'elle a une véritable identité aussi, tu vois, qu'elle est consistante, qu'elle pourrait presque exister, tellement elle le rendu crédible. Et je pense que ça, on le doit à Michael Arias, tu vois, qui a beaucoup voyagé et qui s'est inspiré de ce qu'il a vu, notamment dans les pays asiatiques, pour construire cette ville. Il a eu beaucoup de documentation, de photos. Il a pris énormément de photos, c'est ce qu'il disait. Il avait plein de carnets pour avoir des références visuelles. Il disait qu'il s'était beaucoup inspiré du Tokyo des années 70-80. Et également, lui s'est inspiré de lieux qu'il connaissait de base. Ça veut dire qu'il y avait carrément des jeux un parc de jeux pour enfants qu'il connaissait bien. Une espèce de rue marchande où Blanc court à un moment qui est fermée par le haut. Ça existait vraiment. C'est quelque chose qui a disparu après la création du film, qui a été détruit. Ce qui fait, notamment, qu'il était très sensible à la thématique du film, la disparition de lieux qu'on connaît, qu'on aime. Comme il a habité un petit peu à Tokyo, il y avait des endroits qui lui étaient chers, qu'il aimait beaucoup. Il a eu le temps de voir la ville changer, en fait. Voilà, c'est une ville qui change très vite et très rapidement, et du coup, il y a cette mélancolie des choses qui disparaissent. C'est ce qu'il dit pour toutes les villes, d'ailleurs, enfin, pour toutes les villes asiatiques. Il dit qu'en Asie, ça change très vite, très rapidement. Les gens ne s'attachent pas tellement au quartier. Parce que, on le rappelle, lui, il a grandi en Californie, et pour lui, la Californie, il n'y a pas grand chose à voir selon lui. C'est comme un énorme désert relié par des autoroutes, et il trouvait que, contrairement à la ville de Tokyo, qui est riche en détails, surpeuplée, il y a tellement de choses qui s'y passent, lui, il trouve ça passionnant. Pour lui, il a un regard d'outsider, si tu veux, aussi sur la ville. Il apporte certainement cette richesse en insufflant cette énergie dans le projet, tu vois. Donc pour moi, je trouve que la ville, c'est un peu la star de cette œuvre. C'est elle qui a beaucoup de consistance. Et ce dont je me souviens, c'est qu'aussi l'auteur Taiyo Matsumoto parlait de la ville comme d'une boîte de jouets. Et je trouve que ça définit merveilleusement bien la ville de Treasure Town.
Tu vois, c'est effectivement, t'as vu comment elle est colorée, comment il y a tout le temps des logos, elle est, elle est aussi riche en forme qu'en couleur. Tu vois, il Ouais. y a du violet qui est à côté de vert. Il y a un bâtiment qui est beaucoup plus rayé qu'un autre. Il y a des pancartes publicitaires partout. On dirait qu'une En ville. forme d'animaux, rigolos, enfin, comme on le disait, où que porte notre regard, il y a quelque chose à voir. Il y a Mhm. un petit détail, il y a du street art, enfin, il y a toujours quelque chose. Voilà, oui, c'est vrai. Maintenant que tu le définis, ouais, il y a toujours des détails, comme dans les villes les plus pauvres. On dirait que pour compenser, comment dire, par rapport à peut-être que l'architecture est moins sophistiquée, les rues sont peut-être un petit peu moins colorées. C'est plus glauque sûrement. Ouais. C'est sans doute plus glauque. Pour s'en sortir un peu moralement, ils vont s'approprier les lieux en ajoutant du street art, Ouais. en repeignant certains murs. Du coup, ce qui fait que parfois même, je me souviens, il y avait des plaques d'égout qui étaient extrêmement bien décorées. Il y avait des tas d'endroits comme ça. Et tu avais pensé aussi peut-être au lieu le lieu où les enfants habitent. Oui, 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 c'est notamment un endroit très pauvre et on voit que eux ils ont redécoré tout ça, ils ont mis des peluches, les murs ils ont dessiné dessus, il y a Godzilla, il y a des trucs comme Mhm. ça. Il y a plein de petites choses qu'ils ont fait pour habiller l'endroit, pour en faire leur maison, leur lieu d'habitation. Voilà. Moi, j'ai trouvé que la ville est une sorte de très grand parc d'attractions. Il y a très peu de bâtiments minimalistes. Mm. C'est une ville qui se prend pas au sérieux et ça, j'ai beaucoup aimé en voyant ça. Mais même les intérieurs, j'ai remarqué qu'ils étaient très bordéliques, où ils avaient beaucoup d'objets. Il y a tout un truc où on peut pas laisser le regard tranquille, on peut pas laisser notre œil tranquille. Pour rendre la ville toujours plus vivante, ils ont également pris soin de représenter les habitants de la ville, occupés à faire leur travail. Leurs Enfin, courses. là, on les voit s'embrasser, on les voit interagir, donc il y a des sortes de mini-histoires dans la grande, Mm. et ça j'ai beaucoup aimé. Et toi, tu avais parlé aussi du fait qu'il Bah, y a eu tout un travail sur le son. oui, pour représenter la vie dans une ville, ils ont été prendre enfin, celui qui s'occupait du son et aller récupérer vraiment des sons dans Tokyo, Mhm. filmer enfin, pas filmer, excusez-moi, enregistrer au micro des sons dans des quartiers, dans des marchés, Mhm. dans tout un tas d'endroits pour restituer cette ambiance de ville vivante. Mhm. Et aussi dans le restaurant, à un moment, il y a le rat et Suzuki qui mangent dans un restaurant. C'est un peu étrange, il y a des poissons au-dessus d'eux dans des sacs plastiques. Là, pareil, S'inspirer d'une ville c'est à Hong Kong. inspiré de Hong Kong, ouais. Ouais, ouais. Toujours des inspirations, enfin, toujours des choses qui sont ancrées dans le réel pour le restituer, en fait, dans ce film. J'ai également envie de souligner un petit paradoxe, c'est que malgré sa particularité attractive, malgré la vie qui se dégage de la ville, elle a un vrai côté sombre. Hmm. Il y a des personnages comme White qui disent haïr cette ville. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent partir et qui ne la supportent pas parce qu'il y a visiblement peut-être une criminalité, quelque chose à l'intérieur même de cette ville qui est compliqué et qui Ouais. ronge certains personnages. La pauvreté, comme on l'a dit. Voilà, par exemple. Qui est encore plus souligné dans le manga, où tu vois Mhm. vraiment des gens en train de mourir par terre. Elle est vraiment envahie de SDF, quoi, de personnes Mhm. qui sont qui sont abandonnées, complètement abandonnées, délaissées. Ça, ils ont moins insisté dessus quand même dans le film. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie rupture entre les apparences d'une ville qui a l'air vraiment géniale et les problèmes qui la composent. Ouais. Parlons maintenant de l'un des éléments les plus importants, c'est évidemment l'histoire, le scénario, et ce sans quoi en fait tous les autres éléments du film ne seraient pas aussi intéressants. Je veux dire la Mm. technique, la mise en scène, l'architecture, ça serait pas aussi intéressant à analyser si c'était pas au service d'une histoire intéressante avec D'une des thématique. avec des personnages très forts. Voilà, tout à fait. Et là-dessus, on peut remercier le travail de Taiyo Matsumoto, l'auteur, et la mise en scène de Michael Arias, qui lui a vraiment a retranscrit la qualité de l'écriture de cet auteur. Ce que j'aime beaucoup, voilà, dans Amer Béton, c'est la profondeur des personnages principaux, mais également
la profondeur des personnages secondaires. Ils sont pas du tout mis de côté, tu vois. Et il y a toujours une seconde couche ou un passage de rédemption, et c'est ce qui rend les personnages attachants. C'est vraiment ça dont je me souviens en fait quand je me rappelle de Amer Béton, c'est la mélancolie de certains personnages, leur tendresse, parce que Tao Matsumoto a toujours une espèce de tendresse pour les personnages qui qu'il met en scène, quoi. En voilà. fait, ils sont toujours beaucoup plus profonds, beaucoup moins manichéens que ce qu'on pourrait croire de prime abord. On peut citer tous les voyous, les yakuza qu'on rencontre. Chocolat, le petit dont on a déjà parlé, la petite frappe là, qui fait un peu son impressionnant au départ. Voilà, il essaie de tenir tête au yakuza avec des concours d'insultes là, et dès que Blanc arrive vers lui, il fait oh bah dis donc t'as grandi, et il le prend dans les bras comme ça, il le fait voler. Comme un grand frère. Ouais, vraiment comme un grand frère. Et après il y a cette autre scène où on le voit quand Noir a cassé la figure au yakuza, et lui il était là en spectateur. Et il s'effondre vraiment devant toute cette violence, devant tout ce... Il craque. Voilà, ce déferlement, c'était trop pour lui, il n'en peut plus, quoi. On voit qu'il est complètement dépassé par les événements, il se rend compte que là il joue dans une autre cour, dans la cour des grands, et ça l'effraie totalement, et c'est très surprenant de voir un personnage comme lui craquer comme ça, qu'on prenne le temps de le filmer, mais de l'animer dans cet état. Je trouve ça intéressant, et qu'après ensuite tu le vois déménager avec sa mère dans le train. Il a rangé sa crête de punk, et il s'est rangé lui-même tout simplement, et il repart, quoi. Ça donne une autre image du personnage, et j'aime bien le fait qu'on le revoie, même si c'est une image très rapide, tu vois, très très fugace, ça passe comme ça d'un coup. Moi j'aime bien savoir ce qui lui est arrivé, tu vois, ça ajoute quelque chose en plus. Sur un beau coucher de soleil et tout. En fait c'est super touchant de voir un personnage qu'on autorise à craquer, quoi. Enfin, et donc toujours dans la liste des personnages qui sont plus profonds que ce qu'on pourrait penser, il y a Kimura, donc celui qui était l'aide du rat, enfin son sous-fifre, quoi. Le jeune yakuza violent. Voilà. Qui, donc, à première vue, on pourrait penser que c'est vraiment un salaud. Il a pris en otage la mère de Chocolat, il a coupé les oreilles de Vanille, il a des méthodes violentes, mais une fois qu'il s'est fait casser la figure par Noir, là, il est mis un petit peu de côté par les Yakuza. On lui demande, comme tu disais, de prendre des vacances. Et donc là, il a du temps pour réfléchir, il apprend que sa copine est enceinte, et il remet beaucoup de choses en question, en fait. Bah, au départ, c'est un personnage qui ne croit en rien. Quand son mentor, Suzuki, lui demande est-ce que tu crois en certaines choses, et lui il dit je crois en rien du tout. Et d'ailleurs, son chef, son boss, autrement appelé le rat, lui, c'est quelqu'un qui est aussi un personnage haut en couleur, voilà, qui est fan d'astrologie, et qui recommande à Kimura, de s'intéresser à l'amour, de croire au moins en l'amour. Il y a toujours une petite phrase bien sentie, bien placée. Et Kimura, lui, dans sa phase de rédemption, il a aussi les bandages, symbole de son combat, mais aussi d'un nouveau départ pour lui. Alors, dans un premier temps, il s'est senti rejeté, mais finalement... en fait, c'est plus ambigu. À la fois, il est en phase de rédemption, et en même temps, il est très énervé, et il y a une vraie piqûre dans son ego, il pensait être plus fort que ça, et c'est à ce moment-là qu'il se fait, dans ce moment de faiblesse, qu'il se fait approcher par le personnage du serpent, un des méchants du film. Qui vient le récupérer, qui lui propose en fait à nouveau de se sentir important, de se sentir utile, quoi. Mais il va tuer son mentor à cause du serpent, et finalement il va se rendre compte que les méthodes du serpent ne lui conviennent pas, ne sont pas en accord avec ce qu'il est devenu, et il le tue. Et c'est ça qui va causer sa perte. Parce qu'il y aurait une vendetta, une vengeance. Il n'aura pas eu le droit vraiment à sa rédemption, mais il y a eu une phase quand même d'espoir, en fait, parce que quand il meurt, il voit la mer, et la mer, dans le film, c'est... l'océan. C'est le symbole de la liberté, de l'espoir, d'un rêve auquel on peut aspirer. En fait, vers la fin, il s'est mis à croire en certaines choses. Il est mort un peu apaisé, avec un sourire aux lèvres. Il a évolué, quoi. Et... il y a une autre scène très forte, c'est effectivement quand il tue son mentor, il est vraiment complètement en larmes, complètement
choqué par Ouais. ce qu'il est en train de faire, et ça c'est aussi une scène qui m'a marqué. Il est complètement bouleversé par ce qu'il est en train de faire, parce que c'était un ami, voire même une sorte de père de substitution, Ouais. qui le guidait en fait vers ce qu'on pourrait appeler peut-être une meilleure voie, mais vers de meilleures choses. Sachant que lui-même allait devenir père, en fait, je pense Mhm. que ça résonnait en lui à ce moment-là. Parmi les nombreux autres personnages secondaires qu'on apprécie, il y a également les deux personnages, les policiers, Ouais. qui, eux, moi je les trouve absolument touchants, tendres aussi, parce qu'ils ont envie de protéger les deux orphelins, ils ont envie de protéger Black and White, tu vois, ils ont cette conscience des problèmes qu'il y a dans la ville, et des fois ils essayent de leur dire, les gamins, il faut arrêter les conneries. Ouais, faut se ranger. Et il développe une relation quand il récupère Blanc et qu'ils le mettent en sécurité Mhm. dans leur petit commissariat. Il développe une relation avec lui qui est super belle. Comme des parents de substitution. Ouais. Et Surtout Sawada, il se promène main dans la main avec Blanc. Ils discutent ensemble de choses totalement innocentes. Et Sawada, à chaque fois que Blanc lui dit des choses qui paraissent à la fois innocentes et en même temps un petit peu idiotes, mais en même temps un peu pleine de candeur, et ben Sawada il reste toujours bouche bée comme ça, et c'est très amusant à voir ce fait que quand on se retrouve pris au dépourvu par l'innocence en fait. Mhm. Il y a également ce truc qui est très bouleversant, c'est que les deux flics font tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper de White. Tu vois, tu sens qu'il n'y a pas de structure pour aider ce gamin, et qu'eux, ils font ce qu'ils peuvent à leur niveau pour essayer de lui offrir un endroit où vivre, pour qu'il se sente bien. Et tu sens que les deux sont pas forcément, ils sont pas censés faire ça, ils sont pas là pour ça, mais ils font ce qu'ils peuvent pour aider. Et ça, je trouve ça beau dans l'effort réalisé par rapport à ça. Et pour terminer sur les personnages secondaires, il y a effectivement les méchants, le serpent qui arrive avec ses tueurs. C'est peut-être les personnages les plus monochromatiques de l'histoire, puisque ce sont vraiment des figures purement malfaisantes ou ils incarnent violentes. un genre de mal absolu. Voilà. Uniquement intéressé par le profit. Lui, le serpent n'a aucun scrupule à tuer des enfants, par exemple, alors que Kimura en avait. Ouais. Même s'il s'est fait tabasser par Black, il a peut-être des idées de revanche. Il dit, ça reste des gamins, c'est pas la peine de les poignarder. Tu vois, il y a cette morale qui quand même dit, bah, c'est des enfants quand même. Vous allez pas les tuer. Vous allez peut-être les rosser, mais c'est pas la peine d'aller aussi loin. Et donc voilà, c'était par rapport aux personnages secondaires, il y avait effectivement, il existe parfois un mal absolu, ou peut-être qui peut être remplacé à chaque fois. Ouais. Et maintenant, parlons évidemment de la relation la plus touchante du film d'animation. C'est la relation entre Black et White. C'est un peu le yin et le yang, l'adulte et l'enfant, l'insouciant et le soucieux, le fort et le faible. Et ce que j'aime dans leur relation, c'est leur complémentarité. Bien sûr. Le fait que Black, qui joue plutôt le rôle de l'adulte, c'est lui qui va prendre sur son dos en fait toute la responsabilité tu vois, c'est lui qui va rapporter l'argent, c'est lui qui va essayer d'organiser un peu leur journée. Ouais. Même habiller Blanc tout simplement, c'est lui qui l'habille. Là, c'est vraiment l'adulte, quoi. Ouais. Il joue le rôle du parent, alors que White, il va plutôt apporter de la joie de vivre. Il va apporter parce que on se souvient de la réplique du grand-père qui s'occupe un peu d'eux. De temps en temps, et il dit, c'est incroyable, White, il semble complètement hermétique à la violence qui l'entoure. Ouais. Il dit même que c'est un miracle en fait, un enfant comme ça qui n'est pas atteint par toute la violence du monde. Et moi je trouve que Matsumoto en fait il fait une sorte de célébration de l'innocence avec ce personnage de Blanc. Et il a toujours des répliques super touchantes, par exemple dans le manga, il a ces phrases, tu sais, il dit en permanence « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Il n'y a pas de probe. Il n'y a pas de probe. Et dans le film, c'est soyons heureux, soyons heureux ». C'est ces petites rengaines qui reviennent comme ça et qui donnent un peu le ton de ce personnage. Il le dit avec une vraie sincérité, tu vois, avec une vraie joie. En se laissant tomber, tu sais, en flottant telle une feuille morte, soyons heureux, c'est super joli. Et puis il a aussi ce moment, moi, qui m'a vraiment, un des moments qui m'a le plus marqué, c'est quand il est avec Sawada, ils se promènent tous les deux main dans la main, et Sawada lui demande pourquoi pour l'instant Blanc n'essaie pas de revoir Noir. Blanc lui dit c'est parce que en fait lui il lui manque des vis à la tête, il appelle ça comme ça, et Noir il lui manque des vis au cœur, et lui Blanc il possède toutes les vis dont Noir a besoin pour réparer son cœur. Et
Sawada, il est comme ça, bouche bée, enfin, il sait pas quoi répondre à cette réplique, et je trouve que là où c'est super beau, c'est que Blanc se rend compte qu'il n'est pas forcément un petit garçon comme les autres, quoi, il est pas aussi normal, mais il en est pas triste, en fait, il en est pas affecté, parce que ce dont il est heureux, c'est en fait de pouvoir être utile à quelqu'un, être utile à Noir, et ça, vraiment, je trouve ça super beau. Il y a aussi tout ce truc où certainement, ça doit être certainement Blanc ou White qui a apporté l'espoir et les rêves à Noir, à Black, qui n'en avait pas. Qui, à la base, parce qu'on le sait, on parle du Minotaure au tout début du film, on se veut dire que c'est un personnage qui a existé, et potentiellement, ma théorie personnelle, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est que avant, il incarnait le Minotaure pleinement, et quand il a découvert quand Blanc est arrivé, quand White est arrivé dans sa vie, ça a chassé le Minotaure, en fait. Ça l'a rendu plus humain. Et donc voilà, pour rappeler simplement ce que pouvait symboliser le Minotaure, c'était la violence, le nihilisme, il croyait en rien, il y avait que de la noirceur, la dépression. Et sur internet, on disait que le Minotaure symbolisait l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Et il y a vraiment ce truc-là dans le Minotaure où c'est que de la violence, tu vois, c'est que une sorte de barbare, tu vois, avide de sang. Et quand il luttait, quand il était quand Black est dans l'univers du Minotaure, il y a des percées, on voit l'océan apparaître, et c'est des moments où White aussi essaye de revenir. S'immiscer, en fait, ouais. C'est le rêve de Blanc qui vient contaminer l'univers mental de Noir, et le Minotaure refuse ça, il dit non, lui on s'en fout, lui n'est pas important, t'as pas besoin de lui. Et c'est certainement que, voilà, White qui a insufflé cette idée qu'on peut aspirer à mieux. On peut voir autre chose, on peut rêver. Il est arrivé avec son rêve, en fait. Et on voit que Noir, quand Blanc a disparu, en fait, il retombe totalement dans cette spirale de tristesse, de dépression, de folie presque. Et il avait besoin de Blanc, il avait besoin de cette arrivée de Blanc avec la mer, avec son espoir. Et quand il était dans des moments difficiles, Black, je me souviens dans certains moments du film, il se revoyait dans l'océan avec les poissons. C'est devenu une zone potentielle de réconfort aussi pour lui. White a réussi à lui insuffler ça, tu vois, il a réussi à lui communiquer ça. Et ça, je trouve que c'était magnifique. Et moi, ce qui peut-être me touchait encore plus, c'est que White avait droit d'exister en tant que personnage faible, plus, comment dire, il est moins débrouillard, il est moins fort à la bagarre, il est moins fort, physiquement. Il est dépendant de Noir aussi. Voilà, mais il apporte tout autre chose. C'est presque, comme tu avais dit, une célébration des personnages qui ne sont pas forcément... Ils sont un peu atypiques, mais qui apportent beaucoup aux autres. Parce que sans Blanc, sans White, Black, il est complètement... il est un peu comme nous, tu vois. Il est plus vide de sens, en fait. Il est plus soumis... il est plus sensible à la violence qui l'entoure, et il n'arrive pas... Il n'est pas aussi fort que ça. Il est fort physiquement, il sait se bagarrer, tout ça. Il sait faire des grands moments de voltige. Mais intérieurement, il est vide, il est creux, il a plus d'objectifs, il ne sait plus quoi faire. Vraiment, il erre. À la fin du film, il est complètement en train d'errer. Une âme errante, tu vois, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire, il est juste en train de taper des gars, il est dans le métro, à parler tout seul, il devient fou. On peut dire que la force brute ne sert à rien, en fait, sans cause à défendre, c'est ça. Sans rien à défendre, la force est vaine. Il y a plus d'âme, quoi. Et donc leur survie dans ce monde dépend de leur connexion et de leur relation. Voilà, j'allais conclure là-dessus, et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et ça se conclut sur leur retrouvaille. Voilà, je trouvais que c'était un très beau final qui se finit un peu en happy end, et ça fait un peu du bien aussi quand même. On y croit pas, mais voilà. Nous allons pouvoir passer à la partie ressentie, à notre avis un petit peu sur le film d'animation qu'on a vu. Bon, étant donné notre enthousiasme, on a coloré légèrement l'analyse de notre opinion. Vous aurez peut-être compris déjà notre avis, notre opinion avant. Donc, Jean-Baptiste, est-ce que tu as aimé, tu as détesté, allez, dis-nous tout. Le suspense est insoutenable. Évidemment, j'ai adoré. Pour moi, c'est chef-d'œuvre. Autant le manga que le film. Donc scénario habituel, je ne connaissais pas avant que tu m'en parles.
Ça faisait déjà quelque temps que tu me parlais du manga en particulier, de Amer Béton et Ping Pong. Et j'embête tous les gens de mon entourage pour qu'ils lisent ou qu'ils regardent Amer Béton. Voilà, tu fais du lobbying, ça a marché sur moi, je me suis procuré Amer Béton, le manga, j'ai commencé à le lire. Je ne l'ai pas terminé avant d'avoir vu le film. Et ensuite, j'ai terminé le manga, et le fait d'avoir visionné le film a vraiment enrichi ma lecture. Ouais. Parce que j'ai mieux compris la psyché des personnages, je me figurais mieux les scènes d'action, etc. Et donc, j'adore peut-être plus encore le film que le manga, parce que il y a moins de tristesse dans le film que dans le manga. C'est vrai. Mais néanmoins, il y a quand même une grosse dose de mélancolie. Et moi, j'adore ça, la mélancolie, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Ça vient assez facilement me chercher quand on parle de cette thématique-là. J'ai trouvé que la mise en scène était super inventive, super libre, aérienne en quelque sorte. Enfin, vraiment, ils se sont donnés à fond et ça se ressent. Il y a un vrai plaisir esthétique, un vrai plaisir tout court à voir ce film. Tu ne regrettes pas cette découverte, quoi. T'es bien content de... Non, vraiment pas. En plus, on adore les films d'animation, et en voir un comme ça, qui brise un petit peu les conventions, qui est beaucoup plus dans l'action. Dans l'univers des films d'animation japonais, je trouve qu'il est très... il a vraiment une place unique, tu vois. Il est vraiment pas comme les autres. Ouais, tu disais qu'il était recommandé un petit peu partout, dans toutes les listes des meilleurs films d'animation. Oui, il faisait partie des premiers, en tout cas. Ok. Dans mes souvenirs. Et donc je trouve que c'est un film qui est aussi très émouvant, notamment pour la relation entre les deux personnages, pour les personnages secondaires. J'adore le personnage de Sawada, le policier qui s'occupe de Blanc, qui est souvent estomaqué par les réactions très candides, très innocentes de Blanc, chaque fois qu'il dit ces petites phrases comme ça, qui le laissent bouche bée devant tant d'innocence. Je trouve ça hyper attendrissant. Et donc, un film émouvant, et la musique n'y est pas pour rien, parce que je trouve que la musique, notamment du début, et de la musique de fin, avec cette scène de fin, sont vraiment très très intenses. Le film se conclut, à mon sens, par une scène où vraiment la musique met en exergue cette scène, la puissance de cette scène, et de cet idéal de liberté que peut-être ils ont atteint. On ne sait pas vraiment si c'est de l'ordre du rêve ou si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais peu importe, la scène est vraiment iconique pour moi, et la musique, donc, qui est composée par Played, et qui devait représenter une transition d'un ancien monde à un nouveau monde, parce qu'elle a ce côté un petit peu futuriste. Elle met vraiment la scène au top, en fait, et le film se terminant là-dessus, ça m'a laissé une impression très très forte, et c'est un film que je suis pas prêt d'oublier. D'accord, super. Voilà. Et bon, voilà, me concernant, moi, c'était effectivement un film qui était souvent recommandé, tu vois, comme dans les fameuses listes. Et ben, un jour, j'ai décidé de le voir, même si à la base, tu vois, j'étais pas forcément... je disais, qu'est-ce que c'est que ce truc Et non, mais voilà, tu vois, je savais pas ce qui... Personne me l'a recommandé, moi, tu vois, de vive voix. Ouais. Et quand je l'ai vu, vraiment, j'ai été très surpris, puisque je ne m'attendais à rien. Et c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au travail de Taiyo Matsumoto. À partir de là, je suis allé voir la série Ping Pong, qui m'a aussi énormément plu, parce que la qualité de l'écriture des personnages de Taiyo Matsumoto, c'est vraiment quelque chose d'unique, je trouve, dans le monde du manga et des histoires. Et j'ai commencé à m'y mettre aussi, la série animée Ping Pong, sur ta recommandation. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, en tout cas dans Amer Béton, c'était surtout le film d'animation. C'est la première chose que j'ai découverte. Et après, j'ai lu le livre. Mais j'ai tendance à préférer le film d'animation, puisqu'il y a vraiment l'architecture de la ville, cette énergie, l'animation, la musique. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que j'y suis profondément attaché, alors que j'ai moins retrouvé peut-être cette mélancolie ou cette... je sais pas, il y a une petite touche que j'ai pas forcément retrouvée en lisant le bouquin, alors que d'habitude je suis quelqu'un qui est plutôt du genre à dire lisez le livre, lisez le roman, non mais lisez la BD originale, vous allez voir, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant, ça va plus loin, ça va plus au fond des choses. Normalement tu es de la team puriste, comme on dit. Voilà, tout à fait, mais pour une fois, bah là c'est pas le cas, j'aime vraiment le film d'animation pour ce qu'il est, et j'aime bien recommander à mon entourage...
à mes amis, tout ça, Amer Béton, parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers le travail de Taiyo Matsumoto. Je trouve que c'est très accessible, ça se regarde bien aujourd'hui. Et si jamais les gens souhaitent en voir plus, je leur recommande d'aller voir Ping Pong, la série Ping Pong, ou le manga s'ils ont l'occasion de le trouver. Il fait quand même partie des mangas importants qui reviennent quand on découvre l'œuvre de Matsumoto. Il y a également Sunny, ça c'est l'un de ses derniers mangas, que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, pour ceux qui veulent, qui s'intéressent au monde de l'animation et qui souhaitent regarder des films importants, je recommande celui-là parce qu'en plus il est vraiment accessible. Ouais. Et, je veux dire, parfois il y a des films d'animation où quand même il faut s'accrocher, tu vois, c'est pas évident. Je pense que par exemple Man Game, je pense que ça pourrait bien se regarder, mais il est tellement bizarre et tellement étrange que ça perturbe généralement les gens et ça leur donne pas forcément envie d'aller voir le film. Alors que Ping Pong, non pas Ping Pong, pardon, Amer Béton, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose même dans l'animation, dans toute la technicité dont on a parlé, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui donne envie de regarder. On est happé par le truc. Oui, franchement, je vois pas comment on pourrait passer à côté, en fait. On est tout de suite emporté. Voilà, le problème, c'est comment y accéder. Il faut acheter le DVD, il faut trouver le Blu-ray, est-ce qu'on peut le louer, est-ce qu'on peut le trouver sur des plateformes comme Netflix ? Eh ben, c'est pas le cas. C'est un problème. C'est un peu dur. Après, bon, il y a des solutions qu'on ne citera pas ici, mais vous pouvez sûrement trouver une façon. Voilà, si on peut le trouver en qualité, tu sais, peut-être l'emprunter à la médiathèque, tu vois, il y a peut-être des solutions, mais c'est vrai que l'accès à ces œuvres est parfois compliqué. Ouais. On se rend compte que là-dessus, c'est pas forcément évident. Souhaitons que ça s'améliore dans le futur, on sait jamais. Donc voilà, donc un chef-d'œuvre, n'hésitez pas à aller le voir. On va conclure là-dessus. Donc merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On vous dit à bientôt et on passe à autre chose. À bientôt, salut tout le monde. Salut tout le monde!